Bienvenue à tous pour cette première concertation de Comment autour du thème de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, des agences et des communicants. Alors, je suis ravie de pouvoir être l'animatrice d'aujourd'hui. Je m'appelle Charlotte Kifidis et je vais donc être là avec vous pendant 1 heure et demie, 2 heures si on est super bavard. Et donc, nous sommes aujourd'hui là, à peu près une trentaine de participants. Nous en attendons encore. Alors, je vais me permettre de rappeler quelques bonnes pratiques. Je pense qu'on a super tous l'habitude depuis déjà plusieurs semaines d'utiliser les outils digitaux, mais ça ne mange pas de pain, comme on dit. De rappeler que ce qui est important, c'est de couper son micro, ça tombe à pic, couper son micro pour pouvoir avoir un son le plus neutre et calme possible. Nous allons avoir une succession d'échanges. Donc, ce qui est important, c'est qu'on attende la prise de parole, qu'une prise de parole se termine pour pouvoir la demander. Et puis, nous allons avoir deux opportunités d'échange, soit le chat, soit la prise de parole orale, et donc ce sera vraiment à la liberté de chacun. Je voudrais aussi vous signaler que la session est enregistrée afin qu'on puisse faire profiter tous ceux qui n'auront pas pu se connecter ce soir avec un replay. Et puis, nous allons également, sur cette heure et demie, avoir le déroulé suivant. Donc, petit agenda rapide. Séverine Lecomte, qui est présidente de Comment, va prendre la parole pour pouvoir vous présenter pourquoi on est là et dans quel cadre Comment lance ses concertations. Ensuite, nous aurons le plaisir d'avoir Françoise Abeyou et Fabrice Voncott qui vont tous les deux vous expliquer la problématique que l'on adresse ce soir et pour laquelle nous sommes ravis de pouvoir avoir un moment d'échange. Et puis, vous verrez, il y aura 4 questions clés et ces 4 questions seront successivement posées et vous pourrez à chaque fois participer. Voilà, je m'arrête là pour la présentation des grandes modalités et Séverine, je te passe la parole. Bonjour à tous, merci d'être présents si nombreux et sans doute au fil du temps encore plus nombreux puisque nous avions près de 70 inscrits ce soir, ce qui est une très bonne nouvelle à la fois pour Comment et pour l'intérêt que vous pouvez porter au sujet qu'on vous propose. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, j'ai été élue à la présidence de Comment en septembre dernier. Et je mène un projet qui valorise énormément le collectif et l'ADN associatif de Comment dans tout ce qu'il a d'intelligence partagée et également tout ce qui tourne autour du projet de faire de la communication un levier utile à la société et à l'ensemble de nos organisations. Dans ce cadre-là, un premier projet qui s'appelle Les Voies de la communication a été mené, dessiné et partagé. L'idée jusqu'en janvier, c'est que sur les grands axes de ce projet, nous puissions échanger avec les adhérents et les adhérentes qui le souhaitent et même avec certains et certaines qui ne le sont pas encore mais qui ont décidé de nous rejoindre sur comment nourrir ces grands axes sur lesquels on est plutôt tous d'accord pour en faire une feuille de route opérationnelle, ambitieuse et qui se traduise par une effectivité importante dès le début de 2021. On a déjà d'ailleurs commencé à travailler certains axes qui sont surtout liés à l'actualité. Donc, c'est pas parce qu'on commence à travailler des choses que, évidemment, on met à mal cette concertation. Donc, cette concertation, elle est majeure pour nous. Elle permettra de construire les feuilles de route. On va aussi profiter de l'ensemble de nos échanges pour nourrir et faire travailler le conseil d'administration qui bouclera la concertation et qui sera lui-même concerté sur la base de nos échanges préalables pour qu'on ait vraiment une feuille de route partagée sur laquelle on soit bien certain d'avoir pris l'ampleur du sujet et d'avoir entendu ceux qui ont des choses à dire dessus. Pour qu'on soit le plus efficace possible, j'ai demandé à Charlotte Kifidis, ici présente, qui est une experte
en matière de processus de coopération et également de communication relationnelle, de nous accompagner tout au long de cette concertation pour qu'on soit certain qu'elle soit réellement utile, c'est toujours le mot, et qu'on puisse effectivement s'en servir, que ce ne soit pas des idées, vous prenez du temps, donc il est important que ces idées, elles soient utilisées dans tout leur potentiel et qu'elles se transforment ensuite en matière nourrissante vraiment pour notre feuille de route. C'est pour ça que Charlotte est là pour nous aider à mener à bien. Je vous laisserai ensuite avec Françoise et Fabrice, qui sont les personnes au sein du conseil d'administration de Comment qui se sont portés volontaires pour l'idée, cet axe du projet. Et je les en remercie infiniment. Il y a des raisons pour lesquelles ils ont accepté cette charge, qui est une lourde charge. C'est parce que dans leur vie professionnelle comme personnelle d'ailleurs, ils ont des engagements qui sont en relation avec le sujet. Enfin, parmi vous, nous espérons qu'au-delà des contributions que vous allez faire, il y en aura qui se diront que ça les intéresse de venir nous rejoindre pour travailler et contribuer effectivement quand on aura réussi à mettre en place cette feuille de route 2021 qui sera bien sûr suivie ensuite de plans d'action et de projets à mener sur lesquels on aura besoin de toutes les bonnes volontés, de toutes les expertises et de toutes les intelligences. Voilà, je vous laisse avec Fabrice et Françoise et merci encore d'être là et de contribuer. Bonjour, Françoise Abeyou, donc je suis la chef du département d'appui stratégique au ministère de la Transition écologique, au ministère de la Mer et au ministère des Territoires. Et donc, je suis le département qui accompagne les stratégies de communication du ministère sur nos différents sujets, que ce soit la biodiversité, l'économie circulaire, les métiers de la mer. Enfin, on intervient un petit peu sur toutes les thématiques du quotidien des Français. Et donc, la RSE est un sujet important pour nous aussi. Voilà. Bonjour à toutes et tous, je suis Fabrice Van Copt, donc je suis le secrétaire général de l'ANRH. L'ANRH, c'est une fédération d'entreprises qui ont une double mission, une mission économique de développer du business auprès de clients et une mission sociale, puisque nous essayons que le personnel handicapé soit prégnant, important, majoritaire dans nos entreprises, puisque nous recrutons entre 50 et 80% de nos emplois sur des personnes en situation de handicap. Voilà, je laisse la parole à Françoise, qu'on va vous dire quelques mots peut-être sur le contexte. L'idée, c'est de faire assez court pour vous écouter au mieux, mais je laisse Françoise démarrer sur ce contexte du sujet de ce soir. Alors bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis avec Fabrice et avec toute l'équipe de votre présence. Vous êtes nombreux, donc on peut dire que cela fait chaud au cœur et à la communication, parce que je pense qu'on a tous besoin d'échanger et de partager. Et cela tombe à pic puisque au sein de Comment, on est en train d'écrire la nouvelle feuille de route pour l'année prochaine et on souhaite l'écrire surtout avec vous et pour vous. D'où cet atelier, d'où cette concertation. Donc avec Fabrice, pour ce premier atelier, nous vous proposons d'échanger sur la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, agences et communicants. On est effectivement parti de la citation d'Emmanuel Faber, le sens est la colonne vertébrale de l'aventure qu'est l'entreprise. On voit que la RSE est dorénavant au cœur des enjeux des organisations, à la fois en interne et en externe, que tout ça se passe au milieu d'une tourmente économique, environnementale et sanitaire, donc c'est pas facile à gérer. Et la question qu'on souhaitait partager avec vous, avec Fabrice et avec vous, c'était comment l'engagement des communicants, c'est-à-dire nous, devient-il un levier au service de la RSE? Comment on peut intervenir et faire avancer ce sujet à la fois en interne et en externe? Alors ça c'est la grande question, et pour répondre à cette grande question, on l'a divisée en 4 petites questions pour nous guider tout au long de cette concertation et arriver à trouver et à construire cette feuille de route avec vous. Donc voilà, la séance est ouverte et Fabrice va nous poser la première question. Oui. Alors peut-être juste en complément,
l'a dit Françoise, juste avant de passer sur la première question, la RSE est au cœur des organisations. La question qu'on se pose avec vous, c'est est-ce que la RSE est au cœur des communicants? Parce qu'on est convaincu en effet que, et vous l'êtes avec nous bien évidemment si vous êtes là et l'ensemble du secteur l'est aujourd'hui, la RSE est aujourd'hui un élément absolument prégnant et on voit que les communicants ont parfois des obstacles dans justement le fait de participer aux enjeux de RSE, alors qu'on sait que nous pouvons avoir un rôle et un impact extrêmement puissant sur ces enjeux au sein de nos organisations, quelles qu'elles soient, en tant que communicants, qu'on soit en agence, qu'on soit indépendant, qu'on soit dans des entreprises publiques, dans des entreprises privées, dans le secteur associatif ou de l'économie sociale et solidaire. Donc la question, c'est vraiment comment vous nous aidez, parce qu'on va très peu parler, on va surtout vous poser des questions, pour nous aider à trouver justement ces éléments que l'on devra travailler pour justement aider l'ensemble de notre communauté sur ces enjeux de RSE et comment donc nous, communicants, nous pouvons prendre le pouvoir, impacter et jouer un rôle prééminent sur ces enjeux de RSE pour nos organisations. Donc, je vous propose qu'on passe en effet sur la première question et on va vous laisser réagir. Donc, aujourd'hui, quels sont vos grands sujets d'engagement en tant que communicants dans la RSE de votre organisation? Voilà, dites-nous, partagez avec nous ces grands sujets d'engagement que vous pouvez avoir. Allons-y. Alors, pour ça, Fabrice, je prends la suite. Claire, voilà, Claire s'occupe, entre autres, de passer certains slides ce soir. Donc, on repasse en mosaïque, comme ça, j'essaye de voir tout le monde. Vous savez sur Zoom que quand on est nombreux, on ne voit pas tout le monde. Donc, si quelqu'un veut prendre la parole à l'oral, hein, et donc par écrit, c'est simple, c'est le chat. Si quelqu'un veut prendre la parole à l'oral et se signaler, à côté, à droite du bouton record, il y a le petit bouton réaction. Et dans réaction, quand vous cliquez dedans, il y a soit un clap, soit un pouce. Vous prenez celui que vous voulez, mais ça me permet de vous voir monter en haut de la mosaïque pour vous identifier dans la prise de parole. Voilà. Donc, on ouvre le chat et nous attendons impatiemment vos commentaires. Donc, je répète la question, c'est quels sont aujourd'hui vos grands sujets d'engagement en tant que communicant dans les RSE de votre organisation? Ça peut être aussi tout simplement quels sont les sujets de RSE sur lesquels vous travaillez aujourd'hui. C'est-à-dire c'est intéressant aussi de voir et de partager ensemble, quelles sont les thématiques sur lesquelles les communicants sont interpellés ou sur lesquelles ils ont pris la main sur ces sujets de RSE pour justement partager ensemble sur ce qui finalement nous réunit et des éléments aussi qui pourraient éventuellement être absents de nos enjeux de RSE. Ou sur des sujets que vous n'avez pas encore démarrés et que vous souhaitez démarrer. Qui souhaiterait intervenir? Ah, c'est le premier le plus difficile. J'ai vu que Sylvie Delassus souhaitait intervenir juste après que Charlotte ait pris la parole. Alors, on n'a pas vu Sylvie. La main est restée 2 petites secondes et est repartie après. Donc. Alors Sylvie, merci pour l'information. Sylvie, nous t'écoutons. Donc moi, je suis indépendante et ma grande spécialité, c'est justement la communication sur les sujets à impact. Et je pense que l'enjeu le plus important, c'est de convaincre les COMEX d'entreprise et les dirigeants que tout ça, quels que soient les sujets d'impact qu'on a, ça peut être des leviers de business, d'une part, et ça doit devenir des leviers de business, hein, et que c'est comme ça qu'il faut réfléchir, c'est-à-dire non pas en faisant, je dis souvent, si on est Air France, la réflexion, c'est pas je fais décoller un avion et je plante un arbre, mais c'est comment je fais pour que quand je fais décoller un avion, l'impact sur l'environnement soit moins important. Voilà, donc, c'est de convaincre vraiment, parce qu'une fois et on le voit dans les entreprises qui sont moteurs dans ce genre de choses, c'est quand même souvent parce que le patron est convaincu. C'est vraiment l'enjeu de ça, c'est de dire que ce n'est pas du greenwashing, même quand on le fait avec beaucoup de cœur, mais ça peut vraiment être… Et ce n'est pas qu'un centre de coût, et si c'est bien réfléchi, ça peut même être un levier de business. Merci Sylvie. Je vois que Claudine, d'ailleurs, confirme dans le chat que la RSE n'est pas réservée aux responsables de la RSE, mais que c'est l'affaire de tous. Donc, c'est tout à fait en lien avec effectivement ce que tu dis, Sylvie. Oui, c'est intéressant ce que vous dites parce qu'effectivement, on a l'impression que jusqu'à présent, la RSE est réservée aux responsables de RSE et du coup, on se trouve dans un tunnel et on a du mal à capter les autres dirigeants d'entreprise
et à les impliquer dans ce sujet. Donc, c'est vraiment un point important. Et Sylvie parlait de sujets, quels qu'ils soient, mais quels sont ces sujets que vous rencontrez aujourd'hui? Parce que probablement, on ne couvre pas tous les sujets. Et il y en a probablement des majeurs que vous rencontrez dans le quotidien. On a Monsieur Verscher qui veut bien s'exprimer. Monsieur Verscher, nous vous écoutons. Bonjour à tous. Merci pour l'organisation de ce sujet. Je trouve ça en effet absolument passionnant. Et puis, il y a plein d'angles d'attaque possibles qu'on peut imaginer. Moi, spontanément, quand je lis votre question, je travaille en agence de communication, et donc j'accompagne beaucoup d'entreprises sur ces sujets-là. Et je trouve qu'en ce moment, il y aurait deux façons de voir le sujet de la RSE par rapport à notre rôle de communicant. C'est la RSE vue comme un topic fort, et je pense qu'en fait, on est tous là pour bien se dire que, évidemment, alors ça dépend des entreprises, mais en règle générale, c'est un des topics qui devient les plus très forts et très stratégiques dans une grande majorité des entreprises. Donc, après, en tant que communicant, comment on s'empare de ce topic, comment on l'isole ou comment on le fond avec les autres topics, ça c'est tout. Il pourrait y avoir plein de discussions, mais je pense qu'il y a la RSE comme topic fort. Et après, en tant que communicant, je pense que le deuxième axe, c'est la RSE comme sujet transformatif de la communication. Parce qu'en fait, moi, ce que j'observe, c'est alors au-delà des problématiques de est-ce que la RSE est entre les mains de la communication, est-ce que c'est à la direction de la RSE, enfin bon, bref, ça aussi, c'est encore un peu fonction des différentes entreprises. Mais s'emparer du sujet de la RSE aujourd'hui, c'est, en tant que communicant, c'est pouvoir interagir avec les parties prenantes. Donc, en fait, c'est faire évoluer, et c'est pour ça que c'est transformatif, le rôle des directions de la communication corporate principalement, puisque en fait je fais passer des messages où je suis le véhicule principal pour faire passer les messages de l'entreprise auprès de ses audiences externes. La RSE est transformative dans le sens où elle permet de construire les messages avec des parties prenantes, d'interagir avec elles, d'utiliser les parties prenantes également comme caisse de résonance des différents messages. Donc en fait, je trouve qu'il y a, voilà, moi en tout cas spontanément, votre question, elle m'évoque ces deux angles d'attaque par rapport au métier de la communication. Merci. Qui veut réagir sur le comment? Alors, Elena, tout à fait d'accord. Il y a une mine d'idées chez nos salariés qui restent cantonnés à leur sphère privée. Ça, c'est encore un autre axe, effectivement. Ouais. Non, mais c'est intéressant, la partie sur la communication interne d'Elena, c'est ça? Est-ce qu'elle voudrait développer éventuellement et intervenir? Il y a Fabi qui voulait réagir. Alors, ah oui, Elena sur la communication interne. Ouais. Donc, c'est intéressant parce qu'effectivement, on a l'impression que la RSE est très séquencée dans l'entreprise, en fait. Donc, si quelqu'un peut réagir sur la communication interne, peut-être Fabi? Hélène nous a dit j'arrive, sinon. Ça y est. J'arrive. C'est Fabienne, en fait. C'est Fabi qui s'affiche. Je suis Fabienne. Bonjour. Bonjour Fabienne. Bonjour Fabienne, alors. Mais bon, Fabi, ça me va aussi, pas de problème. Bon. J'imagine, mais peut-être que je me trompe, qu'Elena réagissait au message que j'avais mis juste avant son propre commentaire dans le fil du chat, mais bon, à vérifier. En tout cas, du coup, effectivement, moi, je suis consultante en com interne et en communication interne au sens dynamique d'entreprise, dynamique collective. Et mon sujet principal, c'est de chercher dans les stratégies de communication interne qui me sont soumises, en reconception ou en transformation, à chaque fois de voir comment est-ce qu'il est possible d'impliquer les collaborateurs très directement dans les transformations ou les transitions, notamment transitions RSE, qui sont actuellement en cours dans les entreprises. Et ce qui me frappe, et c'est effectivement ce qu'écrit Elena, c'est qu'aujourd'hui, tous les salariés
sont d'abord, ça c'est pas nouveau, hein, ils sont d'abord des citoyens du monde. Et en tant que citoyens du monde, on est tous confrontés, et aussi bien en tant que salarié, en tant qu'agence, on est tous confrontés aux questions qu'on se pose au quotidien. Comment faire pour acheter moins de bouteilles en plastique? Comment faire pour consommer moins, plus responsable, plus proche, plus local? Enfin, peu importe l'angle, comment faire pour aider des personnes en difficulté autour de moi, si c'est plus l'aspect sociétal qu'environnemental. Bref, aujourd'hui, on est tellement acculé, et ça va tellement vite en tant qu'entreprise, en tant que citoyen, sur toutes ces questions-là, que ça paraît presque une évidence, enfin en tout cas à moi, un certain nombre de partenaires avec lesquels je travaille, qu'il faut désormais que l'entreprise aide les collaborateurs, qui sont aussi des citoyens, à faire en sorte qu'on fasse un usage du monde le plus responsable possible. Donc, quelque part, c'est inversé. C'est pas demander aux collaborateurs, aidez-moi, entreprise, à faire en sorte d'être plus responsable, de trouver des solutions économiquement viables aussi. Ça, c'est important, évidemment, pour que je puisse continuer à me développer, à progresser. Mais c'est aussi bien nous, ensemble, vous, les collaborateurs, et moi, entreprise, comment est-ce qu'ensemble, on peut infléchir l'usage qu'on fait du monde. Voilà. Et ça, c'est un sujet en tant que communicant interne, que consultant interne, sur lequel, s'il y a des volontés, des personnes au sein de ce groupe, moi je suis toute récente adhérente à Comment, et j'en suis ravie, et notamment parce qu'il y a ce désir d'utilité qui est apparu très fort à travers la nouvelle présidence de Séverine, ça m'a beaucoup interpellée. Et voilà, moi je pense qu'on a des moyens d'être utile en tant que consultant et que communicant sur cet angle-là, qui est comment donner aux entreprises les moyens, avec des dispositifs, avec des solutions simples finalement à mettre en œuvre, pour qu'ensemble, les uns et les autres deviennent acteurs de la transformation du modèle économique qu'ils ont aujourd'hui. Merci Fabienne. Il y a Anne qui a levé la main pour pouvoir prendre la parole. Anne, on ne t'entend pas avec le micro qui est coupé. On a quelqu'un qui... Autant pour moi, ça y est, c'est rectifié. Oui, je voulais rebondir sur ce témoignage parce que j'ai lancé dans ma précédente structure la démarche RSE. Et en fait, j'ai envie de dire, la première étape a été de faire ce que nous faisons aujourd'hui, c'est-à-dire que j'étais dans une structure assez importante avec des délégations régionales. Et c'est avéré que quand on s'est un peu cassé la tête en équipe pour savoir comment on s'emparait du sujet, et lorsqu'on a lancé la démarche, on s'est rendu compte qu'en fait, il y a plein de choses qui existaient déjà et qui étaient faites, des initiatives parfois très modestes, d'autres beaucoup plus ambitieuses. Encore fallait-il les rendre visibles. Et je crois que c'est vraiment la première étape, parce que finalement, en effet, en tant qu'individu, en tant que collaborateur, en tant que citoyen, on est finalement assez créatif sur ce sujet parce qu'on se sent concerné. Et voilà, peut-être la première étape est-elle de rendre visible tout ce qui existe déjà. Oui, c'est-à-dire que ce que vous voulez dire, c'est qu'on est un peu comme Monsieur Jourdain, quoi. On fait de la RSE, mais on ne le sait pas forcément et on ne le dit pas assez fortement au sein de l'entreprise, je pense. Voilà, et parfois on réinvente un peu la poudre alors qu'en effet, des initiatives existent déjà. Moi, je sais que j'ai juste lancé un challenge qui consistait à mettre en vidéo des actions. Et en fait, ça a embarqué pas mal de gens qui se disaient finalement, c'est pas si compliqué, et nous aussi, on peut le faire. Et du coup, après, on peut passer à un stade plus ambitieux. Voilà, c'était juste... D'accord, merci, c'est intéressant. Vous partager. Merci Anne. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir sur les moyens d'impliquer les salariés qui ont été évoqués là, ou d'accompagner la transformation d'une organisation en termes d'expérience vécue? Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Je suis, oui, je suis Sylvie. Alors moi, je suis côté RSE, donc je ne suis pas côté communication. Je suis désolée parce que ma vidéo, j'ai moins l'habitude sans doute que vous des outils, donc ma vidéo ne marche pas, mais le son marche. Et donc, je voulais vous donner effectivement peut-être un point de vue des gens de la RSE. Alors, je suis de formation et de cœur métier assureur. Et en fait, depuis 4 ans, après une nouvelle formation, j'ai basculé dans la partie développement durable et RSE.
Et donc, en étant dans ce cœur de métier, je me suis demandé effectivement ce qu'était la RSE dans des grands groupes et dans des grandes entreprises. Et comment on pouvait faire en termes de communication, parce que je comprends bien que c'est effectivement un outil absolument nécessaire et considérable pour amplifier la démarche. On parlait un petit peu des thématiques au niveau de la RSE. Pour moi, il y a des choses déjà assez différentes. Il y a la RSE de l'entreprise. L'entreprise, c'est une entité à part entière qui a elle-même sa propre démarche RSE. Alors, ça peut être une démarche environnementale, c'est évidemment une démarche RH, c'est une démarche sur des achats responsables, c'est une démarche en termes d'éthique. Voilà, il y a tout un corpus de la RSE en entreprise et qui reprend d'ailleurs des choses qui ont été énoncées tout à l'heure, notamment effectivement comment on fait avec les salariés, comment on les implique dans cette démarche, à la fois en termes d'implication en tant que salarié, mais aussi en tant que citoyen. Donc, on voit que quand on fait des démarches, par exemple, sur du zéro déchet, ben, comment on fait? Comment on fait sur le numérique responsable? Comment on fait sur les déplacements? Comment on fait sur la partie RH, sur l'égalité homme-femme? Comment on fait sur l'inclusion de personnes peut-être différentes, la diversité, etc. Donc, il y a un certain nombre de sujets RSE qui sont des sujets qu'on peut considérer comme des sujets métiers, mais pour autant, il me semble que le rôle de la RSE, c'est de venir parfois un peu chatouiller là où les métiers se sont déjà sans aucun doute emparés des sujets, mais pour X raisons, ils ne le font pas obligatoirement à la vitesse souhaitée. Et ça, c'est vrai qu'en termes de com interne, la com interne est souvent très intéressée par ces sujets-là parce que ça alimente, bien sûr. Et à la fois, moi, malheureusement, je trouve qu'assez souvent, on est amené, nous, dans les métiers de la RSE, à venir alimenter la communication d'un certain nombre de sujets qui sont des sujets métiers. Et donc, en fait, on finit par être, alors c'est des parties prenantes, je l'entends parfaitement, et donc c'est un espèce de jeu à trois bandes, c'est-à-dire ce sont les gens du métier, donc de ce qu'on appellera des SU, des fonctions support, sont les gens des métiers qu'on amène à aller un peu plus loin sur leur métier, les gens de la RSE qui viennent faire un travail un peu transverse et d'aller un peu plus vite et d'accélérer la transformation, et les gens de la communication qui s'emparent de ça pour pouvoir emporter tout le monde, avec des sujets qui sont le mécénat, le bénévolat, enfin il y a énormément de sujets. Et puis il y a une autre partie quand même en termes de RSE, il y a une autre partie qui est la transformation des métiers. Donc je vous disais, je travaille dans une compagnie d'assurance et au jour d'aujourd'hui, en tant qu'assureur, on est obligé de se poser la question en termes de RSE sur c'est quoi nos investissements, où est-ce qu'on met notre argent et l'argent de nos assurés? Qu'est-ce qu'on fait en termes de produits d'assurance? Au jour d'aujourd'hui, est-ce que des gens qui vont malheureusement travailler, non pas dans l'agriculture, mais malheureusement travailler avec des intrants chimiques et être malades, est-ce qu'ils sont protégés ou non? Et donc ça, c'est une question RSE métier. Mais on a aussi des questions RSE, par exemple, en termes de communication. C'est-à-dire, au jour d'aujourd'hui, quand on fait des manifestations, comment on fait en sorte que ces manifestations soient responsables en termes de transport, en termes d'utilisation énergétique, en termes de goodies, en termes de… Et donc, on voit bien que toute cette transformation est extrêmement importante et que les sujets, vous demandiez quelques sujets, j'en ai donc évoqué un certain nombre, ils sont extrêmement nombreux. Et le troisième élément que j'ai, et ensuite je laisse la parole pour permettre à chacun de réagir. Le troisième sujet qu'on oublie un peu trop en termes de RSE, c'est que la RSE, ce sont des métiers qui sont nés dans les années 2000. Ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans. Et donc, ça veut dire que derrière, il y a énormément de reporting. Ce sont devenus des métiers très techniques. Et donc, on n'est plus seulement, et tant mieux si Emmanuel Faber est capable, effectivement, au jour d'aujourd'hui, de dépasser tout ça, mais dans ces métiers-là, on est aussi arrivé sur des métiers qui sont des métiers qui nécessitent du reporting et il faut valoriser ce reporting-là parce que sinon, effectivement, on est uniquement, ou en tout cas, ça peut être vu comme sur du greenwashing. Donc voilà, donc le champ, je ne sais pas comment je contribue à tout ça, mais en tous les cas, c'est le service de la communication qui m'a transmis votre invitation et je trouve que pour le coup, j'étais partie prenante RSE et voilà pourquoi je souhaitais y participer. Voilà. Merci beaucoup, Sylvie. François, je crois que tu essaies de dire quelque chose, mais tu as laissé ton micro fermé. Pardon, je recommence. Non, c'est très intéressant justement sur la partie reporting où on essaye du côté des politiques publiques et de tout ce qui se fait au niveau de l'entreprise de mesurer pour montrer que ça a des effets et que ça marche.
Et je crois que ça, c'est une prise de conscience qui est assez récente quand même. Mais c'est très intéressant. Pardon. Et par ailleurs, Nathalie, dans le chat, positionnait aussi l'importance de l'intelligence collective. Et Marie, je fais ce lien-là parce qu'on parle de parties prenantes qui travaillent ensemble. Et Marie soulève l'importance de garantir la cohérence des messages entre les rapports RSE, les rapports d'activité, le site internet. Donc, c'est un mélange entre les outils d'information, de communication et de reporting. C'est très riche cette conversation. J'aurais envie de vous proposer, sauf si quelqu'un a besoin d'intervenir pour compléter ce qui a été déjà dit, j'ai envie de vous proposer de passer à la deuxième question. C'est encore le moment de dire quelque chose sur les grands sujets. Non. Allez, on y va. Alors, si, moi je veux bien ajouter quelque chose. Avec plaisir. Alors, je ne vois pas qui parle. Alors, Charlotte, c'est une Charlotte qui parle. Qui parle à une autre Charlotte. Oui. En fait, par rapport à ce que vous venez de dire, justement, Charlotte, et ce qu'a dit Sylvie juste avant, en fait, on parle de RSE. Moi, je crois que, et vous venez de le dire, il y a le site internet, il y a les rapports annuels, etc. En fait, la RSE, c'est la stratégie de l'entreprise demain. La RSE ne sera, et on le souhaite tous, et j'imagine, Sylvie, que vous le souhaitez aussi, que la RSE fasse partie de la stratégie et qu'elle soit quelque part aux commandes du business d'une entreprise. Et ça veut dire que nous, en tant que communicants, en fait, pour nous, c'est une force extraordinaire et qui répond à la question de l'utilité de la communication sur ces sujets-là. C'est une force extraordinaire parce que pour construire une marque employeur, que ce soit de l'interne et de l'attractivité vis-à-vis des talents, mais aussi pour construire une image, en fait, on a tout un potentiel extraordinaire qui est servi par la RSE, qui est servi par une raison d'être, et qui donne une raison d'agir à l'entreprise. Donc, en fait, je pense qu'aujourd'hui, la RSE ne devrait presque plus être un service à part. Oui, il y a plein de choses qui ont été déjà mises en œuvre dans beaucoup d'entreprises. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure sur les petites vidéos pour valoriser ce que chaque service fait, de pouvoir imprimer responsable quand on fait des invitations clients, par exemple. Mais je crois que nous, aujourd'hui, communicants, on peut aider à accélérer justement la prise en compte de cette RSE dans la stratégie des entreprises parce que c'est un sujet de marque. Et c'est un sujet de marque qui est extrêmement important pour attirer des talents, pour engager des collaborateurs. Donc, le sujet de la com interne est essentiel. Et aussi, on parlait des parties prenantes de l'entreprise, pour être un exemple et travailler avec les bonnes parties prenantes et avoir un bon feedback par rapport à tout ça. Donc, je voulais juste donner mon point de vue qui englobait finalement tout ce qui avait été dit et qui, en tout cas, moi, me donne beaucoup d'espoir sur justement la valeur et le business des entreprises de demain. Merci Charlotte. Et sur le coup, Sylvie, dans le chat, confirme son accord avec vous et l'intégration dans les métiers. Claire, est-ce que tu peux mettre la question numéro 2, s'il te plaît, à l'écran, que je vais vous lire. Donc là, on va rentrer dans quelque chose d'un petit peu encore plus concret sur la vie du quotidien. Et j'aimerais bien qu'on échange sur quels obstacles vous rencontrez aujourd'hui dans votre quotidien, dans votre organisation, votre environnement, et qui freinent cet impact de la communication sur la RSE, tous les sujets dont on a parlé tout à l'heure. Qu'est-ce qui nous empêche d'avancer plus fort, d'avancer plus vite, d'avancer avec plus de son? Qui a envie de réagir à cette question? La question, elle est importante pour nous et on a vraiment besoin de vous entendre là-dessus parce que c'est vraiment justement analyser quels sont les sujets sur lesquels nous avons tous ensemble et sur lesquels on partage des obstacles dans justement ce rôle de la communication dans les RSE. Donc, c'est vraiment une question essentielle pour nous. Moi, je veux bien juste appuyer en fait ce que vient de dire Charlotte. Et c'est peut-être une façon de répondre à la question, je ne sais pas, mais en tout cas d'apporter la pierre à cette question, c'est que je pense aussi qu'un des freins, c'est peut-être justement que la RSE, au-delà d'être un champ d'investigation très vaste, je crois que c'est Sylvie qui l'exprimait tout à l'heure, c'est extrêmement large, donc finalement c'est assez complexe à identifier
au sein de l'entreprise par l'étendue de son champ d'action. Mais finalement, l'un des freins, c'est peut-être justement qu'il soit cantonné dans une sorte de silo à part. Il y a la RSE, c'est ce service ou cette dimension de l'entreprise. Et effectivement, Charlotte, moi je suis complètement d'accord avec le point de vue que finalement, si on l'intègre complètement et on n'en fait pas une sorte de pendant vertueux au business, il y a le business d'un côté, puis la RSE de l'autre, il y a l'argent d'un côté, et puis effectivement sa responsabilité sociétale, environnementale, etc. de l'autre. Si on arrive à l'imbriquer, et donc ça demande que ça soit porté au plus haut niveau, qu'effectivement, voilà, Emmanuel Faber l'a bien compris, effectivement, si on arrive à le faire remonter tout en haut de la stratégie, pas comme un élément qui vient s'empiler sur le reste, mais complètement irriguer finalement la stratégie, eh bien, je pense que ça va déjà bien nous faciliter la tâche, nous en tant que et ça va aussi nous permettre d'être encore plus performants dans la communication interne qui est évoquée tout à l'heure. C'est-à-dire que si on réconcilie la RSE et le business totalement, c'est forcément beaucoup plus engageant pour un collaborateur qui prend complètement l'impact positif de son boulot au quotidien et pas d'un côté, il y a mon business et puis de l'autre, qu'est-ce que je peux faire pour être plus vertueux et avoir un meilleur impact. Merci Jérôme. Et pour le coup, dans le comment, qu'est-ce qui nous empêche de désiloter et qu'est-ce qui nous communicants, quels sont les obstacles que nous rencontrons pour essayer de créer de la cohérence et de la synergie. Marie pose un élément qu'effectivement on a sûrement tous déjà vécu, qui est de dire non, on ne communique pas parce qu'on ne sait pas si on va pouvoir tenir nos engagements. Et donc cette frilosité-là, je suppose que vous l'avez déjà rencontrée et c'est intéressant d'avoir vos témoignages là-dessus, puis vos témoignages également sur quels sont ces points de blocage qui empêchent ce que dit Jérôme et ce que disait Charlotte, Sylvie, ce qu'on dit tous depuis tout à l'heure, qui est de créer une alliance en termes de communication. Hein. Oui, si je peux me permettre. Les éléments de preuve qui manquent. Exactement. J'ai rien d'autre à dire. Elena, je ne sais pas si vous me voyez, si vous m'entendez. J'ai absolument rien d'autre à dire par rapport à ce qu'a dit Jérôme. Mais c'est vrai que c'est embêtant parce qu'on n'a plus le droit de faire du greenwashing maintenant. Je suis un petit peu cynique, mais c'est quand même ça. C'est-à-dire qu'on est obligé de prouver ce qu'on avance. On est obligé de tenir compte d'un certain nombre d'attentes. Et donc, ce n'est pas juste du gadget, mais je pense que globalement, je ne sais pas comment dire, mais c'est la prise au sérieux des problématiques de RSE qui est un obstacle. C'est finalement un peu ce qu'était la communication il y a quelques années, c'est-à-dire un petit peu le gadget, quoi. C'est ces problématiques de RSE. Alors, ça dépend bien sûr de l'état d'avancement des différentes entreprises dans leur réflexion stratégique sur le sujet. Mais je ne veux pas rentrer dans le débat qui est tout frais sur les néonicotinoïdes, mais que nous, on vient de traverser. Ce sera vraiment un cas d'école et je suis sûre que ce sera intéressant d'en reparler donc, par rapport au sucre et à la betterave, hein, qui est le secteur dans lequel moi j'exerce. Là, c'est un très bel exemple d'expression des attentes sociétales et d'attentes et de prise en compte par le business des attentes sociétales. Donc, je pense qu'il y a vraiment des choses à faire. Il faut d'abord qu'on prenne au sérieux à tous les niveaux de l'entreprise ces attentes-là. Ce n'est pas juste un truc de bobo. Il y a des vraies attentes qui s'expriment et en plus, c'est ce qu'on disait au début, elles sont relayées par les salariés. Il faut aussi écouter ce que les salariés ont à dire. Souvent, ils sont plus en avance que nous sur ces sujets-là. Le micro. Quelqu'un veut réagir à ce qui est positionné? Alors, Fabienne, oui. Peut-être qu'un obstacle est dans le discours même du communicant. À revoir, point d'interrogation. Je vais essayer d'être un petit peu plus explicite. Peut-être qu'en vous écoutant, je trouve ça super intéressant. En fait, on vient de dire que c'est la manière même de faire de la communication, du coup, qui doit peut-être être remise en question si on veut pouvoir communiquer sur la RSE avec l'humilité qui est liée à la complexité du sujet. C'est vrai que je ne sais plus qui disait c'est tellement difficile pour une entreprise d'oser communiquer sur ses engagements, sachant qu'elle a peur de ne pas les tenir. Et si communiquer là-dessus, c'était communiquer sur cette peur.
et non pas communiquer sur, voilà, bling bling, parfait, tout beau, on est merveilleux, on fait tout bien. Peut-être que c'est une forme de maturité du discours, c'est peut-être ça le mot que je cherchais tout à l'heure, du communicant. Il y aurait peut-être un travail à faire aussi là-dessus, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut aussi communiquer le fameux… ce que nos politiciens aussi ont beaucoup de mal à faire comprendre en ce moment, ils n'arrêtent pas de dire mais on ne sait pas, on ne comprend pas, on n'a pas on n'a pas tout en main pour prendre les bonnes décisions, donc on ne peut pas vous faire un beau discours sur la manière dont le confinement va se dérouler parce qu'on ne sait pas. Voilà. Et ça, c'est vrai que ça heurte, ça bouscule beaucoup, mais finalement, je pense que des dirigeants comme Emmanuel Faber ou comme d'autres, je pense à Pascal Demurger aussi, un assureur, on en parlait tout à l'heure, sont des gens qui commencent aussi à occuper ce terrain-là de la communication, et peut-être qu'on a des choses à apprendre, à recueillir aussi de cette façon-là, de changer un peu, de faire un pas de côté sur la manière de porter le discours corporate de l'entreprise, en fait. Je crois que là, ce qui se dit dans le chat est assez unanime sur la posture d'humilité, de ne pas communiquer que quand c'est terminé, avec la notion du work in progress. Et sur le coup, j'ai envie de faire le lien et de vous proposer éventuellement de regarder aussi cet aspect-là. On parlait de sens tout à l'heure. Quelqu'un parlait de greenwashing. Elena, je crois que c'était vous qui disiez on n'a plus le droit d'en faire de manière un peu provoque. Mais et si on s'était interdit le rêve? Et si on s'interdisait de parler de cette grande intention qui est cette stratégie et ce sens de l'entreprise, en ayant indicatorisé, c'est-à-dire rendu très reporting, la manière de communiquer. Qu'en pensez-vous? Sylvie, je réinterviens quand même un petit peu là sur ce qui s'est dit. Pour ma part, je ne suis pas, enfin, en tout cas, l'explication qui serait que les entreprises veulent simplement être humbles par rapport à ce qu'elles font en termes de RSE, parce qu'elles ont peur un petit peu de trop paraître, etc. Moi, je me permettrais un regard un peu plus sévère que ça, c'est que je trouve qu'on est tellement en retard que communiquer au jour d'aujourd'hui sur un certain nombre de sujets nous amènerait non pas à être contestés sur les points d'amélioration qu'on a eus, mais surtout de nous faire mettre en avant toutes les choses sur lesquelles on n'a pas du tout travaillé. Donc voilà, je suis un petit peu ennuyée par rapport à ça parce que ce n'est pas exactement le regard que j'ai. Dans les freins tels que vous les énonciez, ou en tout cas vous les cherchiez tout à l'heure, moi il me semble qu'il y a un frein qui est fort, qui est la RSE vient questionner le modèle. Et donc, ça veut dire qu'on s'adresse à des gens, et pardonnez-moi, je fais partie des seniors, donc je me permets de le dire, mais je pense qu'on a parfois plus de difficultés en tant que senior en ayant profité. Allez, il ne faut pas oublier que le rapport Brundtland, c'est quand même 87. Nous sommes en 2020, donc on a mis beaucoup de temps à réagir. Donc, je me pose la question de savoir si au jour d'aujourd'hui, les grands acteurs ne sont pas, sont au jour d'aujourd'hui, on va dire, dirigés par des gens qui sont assez seniors et qui n'ont pas vécu tout ça, il y a une forme de déni, comme d'une manière générale sur le changement climatique, etc. Et donc, une des difficultés qu'on a au niveau de la RSE, c'est bien sûr l'étendue, le périmètre qu'elle touche, mais c'est aussi le fait qu'elle nous oblige considérablement à revoir le modèle, à revoir le partage de la valeur, à parler d'intégration. Et ça, pour beaucoup d'entreprises au jour d'aujourd'hui, on n'en est quand même pas tout à fait là. Et le troisième frein, je pense qu'on a, c'est que la maturité de chacun d'entre nous en tant qu'individu, donc salariés et citoyens, est extrêmement différente sur ces sujets-là. Et donc, avant de pouvoir réussir à embarquer tout le monde et donc à avoir une communication qui parfois est un peu affaiblie parce que tout le monde n'est pas au même niveau de compréhension et de prise de conscience et prêt à agir et prêt à renoncer à un certain nombre de choses, je pense qu'il y a énormément de pédagogie à faire. Quelqu'un veut réagir à ce que Sylvie pose comme constat? Il y a Delphine Goetter qui souhaite parler depuis quelques minutes. Je ne vois pas Delphine avec la main. Delphine, allez-y, je vous en prie. Oui, bonsoir. Oui, moi
je suis consultante éditoriale, donc j'accompagne régulièrement des entreprises, notamment industrielles ou énergétiques, dans la conception-rédaction de leurs documents. Donc ça peut être le rapport RSE, le rapport intégré ou le document de référence. Et c'est là effectivement que je rejoins ce que dit Sylvie sur les métiers techniques qui sont exercés dans ces silos RSE, puisque en fait, il y a des contraintes extrêmement fortes qui sont liées aux notations, aux enjeux de la notation, aux enjeux de l'analyse financière et donc l'ensemble des indicateurs qui doivent être alignés, que ce soit avec le GRI, enfin avec le Global Compact, effectivement, avec le TCFD, etc. Donc tous ces indicateurs-là sont des freins extrêmement importants à une communication qui serait plus fluide et qui permettrait de rêver. Voilà, je crois qu'il y a vraiment une dichotomie entre les exigences de la notation, les exigences de l'analyse, telles que les services RSE auxquels les services RSE doivent se plier, et la possibilité de faire rêver avec des engagements sociétaux plus larges. Voilà, donc je vois quand même au quotidien, c'est ça les freins principaux. Hein, on est obligé d'être extrêmement rigoureux justement du fait du reporting et cette rigueur obligatoire empêche d'être de réels communicants, c'est-à-dire de transformer cette matière chiffrée, factuelle en un élément de communication un petit peu plus élevé, du moins un peu plus léger. Et c'est vrai que c'est très difficile d'embarquer les gens avec des chiffres exclusivement. Merci pour cette réaction-là. Il y a dans le chat aussi des commentaires qui parlent de transparence et justement de capacité à communiquer sur là où on en est. D'ailleurs, Stéphane pose aussi un comment très explicite, très concret sur 650 actions RSE chaque année avec un engagement de 10 actions par manager. Et peut-être, Stéphane, si vous souhaitez dérouler une communication, est-ce que vous communiquez sur tout ce que vous avez engagé, même si ce n'est pas terminé? Et quelle est votre façon d'en parler, justement, parce que 650 actions, ce n'est pas rien selon la taille de votre organisation. Oui, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, bonsoir. J'ai rejoint la réunion un peu tardivement parce que j'avais noté 18h et j'étais en réunion précédemment. J'ai pris la discussion en cours. Alors, bon, je vais vous expliquer très rapidement d'où je viens parce qu'en fait, moi, la RSE, c'est un sujet que je traite depuis de longues années. J'ai commencé à traiter vraiment la RSE en 2008 quand j'ai rejoint une société anglo-saxonne. Il faut quand même reconnaître que les anglo-saxons de ce côté-là sont très précurseurs par rapport à nous. Et ils intégraient vraiment la RSE dans la stratégie de l'entreprise. C'est-à-dire que je suis arrivé, moi, venant d'une société française, j'ai découvert ce qui était vraiment le mot RSE. Je ne savais pas trop ce que ça recouvrait avant. Et les anglo-saxons s'en servaient à la fois pour le business, mais aussi pour attirer les collaborateurs, pour que les collaborateurs se sentent bien. Bon, c'était une société aussi qui travaille dans le pétrole et le gaz, et c'est un domaine dans lequel il y a aussi des questions de local content dans les pays dans lesquels on intervient. Et donc, ça fait vraiment partie de la culture de l'entreprise. Bon, j'ai quitté cette société en 2014, je suis resté dans le pétrole et le gaz, mais j'ai rejoint une société française du groupe Vinci, et on a continué à travailler toujours en cultivant la communication RSE, puisque la RSE était vraiment indissociable du business model de l'entreprise et du mode projet dans lequel on s'est situé. Bon, ça, c'est très propre, je dirais, au pétrole et au gaz, mais là, tout récemment, ça fait 2 mois que j'ai pris une nouvelle fonction au sein d'une autre filiale de Vinci, chez Vinci Construction France, au sein d'une direction opérationnelle. Et là, j'ai découvert, dans une société française, travaux publics, un management extrêmement engagé dans la RSE, avec un patron, un DG qui avait passé toute sa jeunesse à l'international sur des grands projets et qui donc avait baigné dans cette même logique. Pour lui, un projet devait soutenir des actions RSE et il y avait un vrai rôle, l'entreprise avait un vrai rôle dans le développement des communautés environnantes des projets, des chantiers.
Et donc, c'est lui qui était vraiment moteur là-dedans. D'ailleurs, moi, je suis donc directeur de la communication, mais je supervise aussi le fonds de dotation chantier territoire solidaire, c'est-à-dire que nous soutenons des associations d'intérêt général qui sont situées autour de nos chantiers. Et ça, c'est vraiment à l'initiative du directeur général. Et il a su instaurer dans une société, là on est dans notre direction opérationnelle, on a à peu près 2500 personnes, cet état d'esprit. Donc les gens s'engagent chaque année sur 10 actions RSE, quelles qu'elles soient. On a une RSE box que chacun reçoit et on doit s'engager donc sur 10 actions, ce qui fait au total à peu près au niveau management 650 actions par an, et les gens sont évalués dessus. Et c'est vraiment ancré dans la culture. Et c'est pour ça que je dis, pour moi, ça doit vraiment, la com a un rôle à jouer, puisque mon rôle, c'est aussi de valoriser toutes ces actions dans les magazines ou autres, et même auprès de la presse, même si j'ai un peu de mal auprès de la presse parce que ce n'est pas toujours les sujets qui les intéressent. Mais en interne, en tout cas, c'est quelque chose qui est vraiment très bien intégré par les collaborateurs et ça fait partie du quotidien. Merci Stéphane pour cette réaction et cette précision. Françoise et Fabrice, est-ce que vous avez à ce stade-là, il nous reste à peu près une demi-heure. On a encore à peu près deux questions. Est-ce que vous avez envie de pousser un sujet particulier ou un sous-thème particulier? Moi, j'ai envie de pousser un sujet qui a été traité dans le chat. Vous avez vu que volontairement, il a été choisi que Françoise et moi, on soit assez complémentaires, parce que Françoise est plutôt sur la partie environnementale et moi plutôt sur la partie sociale. Et ça m'intéresse d'avoir aussi le retour de tous nos participants sur cette question, parce qu'on s'est dit qu'il y avait des sujets sur lesquels on avait du retard, on s'est dit qu'il y avait des sujets que les entreprises sur lesquels les entreprises s'impliquaient, d'autres sur lesquels elles s'impliquaient moins. Vous, quel sentiment vous avez, en effet, des sujets sur lesquels on est plutôt en avance et sur lesquels il y a pas mal d'avancées de vos organisations? Et s'il y a des sujets sur lesquels vous avez le sentiment que la poussière est mise sous le tapis, ou en tout cas, c'est des sujets dont on ne veut pas trop parler et sur lesquels on n'arrive pas à avancer. Est-ce que vous pouvez partager avec nous ces problématiques-là? Je fais un bide total sur mes questions, c'est clair. Non, le temps de réflexion, ça s'appelle. Oui, Sylvie, c'est le temps de réflexion parce que le sujet est quand même extrêmement complexe. Oui, c'est vraiment très complexe. Pour ma part, j'ai effectivement le sentiment qu'on avance sur des sujets qui sont des sujets un peu cœur métier. Donc, moi, je parlais de l'assurance et des investissements parce que ça fait partie de mon métier, au même titre que Vinci pouvait parler effectivement de la partie énergétique ou bâtiment. Mais par contre, là où peut-être moi, je suis un peu en questionnement, c'est la partie RSE sociétale. Je ne sais pas si c'est simplement lié à mon entreprise, si c'est la situation actuelle, si c'est les transformations que j'ai vues en 35 ans de carrière, mais je trouve que ce que j'appellerais la dégradation quelque part du dialogue social, la remise en cause assez systématique de l'ensemble du pacte de protection sociale qui avait été mis dans l'après-guerre, les modalités de précarisation de l'emploi, l'augmentation de la pauvreté, alors je parlerai de la France, etc. Enfin, tous ces sujets-là m'amènent à craindre qu'effectivement, sur les sujets cœur métier, il y a une vraie prise de conscience et je ne sais pas si nous arriverons à temps. Je ne suis pas très optimiste sur le changement climatique, mais bon, on y est. Je pense qu'il y a beaucoup de secteurs d'activité qui prennent en compte cette problématique-là et on avance sur ces sujets-là. J'espère qu'on avancera assez vite pour ne pas avoir de trop grandes catastrophes, mais elles arrivent quand même. En revanche, de mon point de vue, le sujet sociétal qui avait plutôt avancé ces 40 dernières années me semble être en recul profond dans notre société, en tous les cas, dans la société française. Voilà. Des réactions peut-être à ce commentaire et sur cette prise en compte de ces deux sujets par vos différentes organisations ou les organisations pour lesquelles vous travaillez?
Oui, bonjour. Bonjour. Oui, je me permettais de rebondir sur les échanges avec Sylvie et Stéphane. Je suis Fabrice Moyot, je travaille à la direction de la communication groupe d'Orange sur la stratégie événementielle. Et pour rebondir aussi sur la question qui a été posée, une des difficultés aujourd'hui en termes de maturité, c'est plutôt c'est une question de maturité au niveau de l'international, puisqu'on travaille avec 26 pays. Et ces 26 pays ne sont pas du tout engagés de la même façon sur la partie environnementale. Et cette question et la difficulté de pouvoir mener une politique groupe avec 26 pays divers et variés entre l'Europe et l'Afrique, c'est une vraie difficulté. Voilà, je voulais apporter cette réflexion sur le sujet des difficultés. Et ça, c'est un sujet concret sur lequel on travaille tous les jours avec les pays. Et donc, la difficulté de mettre en place une politique et une stratégie internationale, c'est vrai que l'on est confronté à des situations complètement diverses en fonction des pays. Voilà, si d'autres personnes peuvent alimenter ce sujet, ça serait parfait. Je ne suis pas sûr d'alimenter exactement ce sujet, mais je voulais juste rebondir sur la dimension peut-être un tout petit peu pessimiste, même si j'ai bien senti que c'était du réalisme hein, de Sylvie. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'il y a une pression sociétale, justement, des gens, des citoyens qui sont aussi les collaborateurs, qui sont aussi ceux qui agissent dans les entreprises, qui est telle, en tant que citoyen, vu l'environnement dans lequel on évolue, qui effectivement nous oblige à complètement muter ou en tout cas accélérer nos prises de conscience et nos mutations, que finalement cette pression, elle est positive et venant de l'extérieur, elle oblige finalement les entreprises à accélérer leur mutation et leur prise de conscience également. Alors moi, je suis plutôt optimiste pour le coup, sur le fait que finalement, ces crises, par cette pression extérieure, finalement, nous transforment, ou en tout cas transforment la prise de conscience et donc accélèrent la mutation dans le bon sens. Juste une remarque sur l'international, la remarque de Fabrice. Sur l'international, c'est ça. En fait, on basculera votre question à notre groupe qui réfléchit aussi sur la communication internationale, parce que c'est intéressant. Donc, on a d'autres ateliers de réflexion. Donc, voilà. Et d'ailleurs, Fabrice, si surveillez votre mail, parce qu'on a des dates de concertation. Je n'ai plus en tête la date sur l'international, mais on la communiquera très rapidement. Avec plaisir. La concertation sur l'international, elle se tiendra le 24 novembre, Fabrice. C'est clair. Et je ferai en sorte de remonter sur la RSE au VP concerné. Ça peut être intéressant si vous avez de la dispo d'y participer également. Merci beaucoup. Je vous propose de passer à la... Alors, Claire, je pense que la question numéro 3, on a en partie répondu. Donc, je vous propose d'aller dans la question numéro 4 directement, donc ça, c'est la 2. Il y a 2 slides après, où on est sur les moyens. On se dit, voilà, on a évoqué un grand nombre de sujets, d'enjeux, de transparence, de maturité, d'intégration de parties prenantes. Je ne vais pas tous les reciter, vous les avez en tête évidemment. Qu'est-ce que vous pourriez nous partager comme bonne pratique que vous faites, qui fonctionne, ou que vous savez qu'il serait nécessaire de faire, même si vous n'avez pas obligatoirement les leviers, pour qu'on puisse alimenter la feuille de route de Comment aussi avec des bonnes pratiques ou vos idées dans le comment. Et Stéphane, il y avait une question pour vous tout à l'heure de Léa qui disait, et donc concrètement, c'est quoi les actions que vous mettez et quelle communication vous faites?
Oui, alors je ne sais pas si je reprends la parole tout de suite, mais enfin, on a des actions RSE diverses et variées, des actions qui sont très, très simples comme l'engagement auprès de collégiens pour les soutenir dans leurs devoirs, hein, tout simplement. Et là, on a beaucoup de collaborateurs qui s'engagent dans cette voie-là. Et après, il y a des soutiens à des associations, parce qu'on soutient essentiellement des associations, hein, comme je disais, d'intérêt général. Après, il y a des soutiens beaucoup plus poussés. Donc, ça va vraiment de l'engagement très individuel du collaborateur et que nous, derrière, en communication, on valorise, à des soutiens d'associations à la fois de manière financière ou même en mécénat de compétences. À chaque fois, ce qu'on essaye quand même de faire, quand il y a du mécénat financier, on va dire, c'est de garder un lien avec les associations que l'on soutient. Donc, on va chez eux, mais on leur demande aussi de venir chez nous. Donc, on leur fait visiter nos chantiers pour qu'ils connaissent un peu notre domaine d'activité, hein, même si certains viennent juste plus pour voir à quoi peut ressembler un chantier sans vraiment s'intéresser aux travaux publics. On essaye de garder vraiment un lien avec eux, justement pour que les collaborateurs comprennent notre engagement en matière de RSE. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a, même si on a un directeur général qui est très impliqué dans cette démarche, il ne faut surtout pas à aucun moment lâcher la bride. Parce que dès qu'on commence finalement à relâcher un petit peu notre engagement en matière de RSE, on sent bien que les gens ont tendance à s'en éloigner. Donc c'est quelque chose qu'il faut constamment réalimenter. Nous, on communique énormément dessus. On implique les collaborateurs au travers de différentes actions. Là, on est en train de mettre en place une politique de ce qu'on appelle de relais solidaire en interne. Parce que, en fait, le lien avec la RSE marche très bien dès lors que les collaborateurs sont impliqués directement. Et donc, moi, en com, c'est ce que j'essaye de passer, de véhiculer comme message. Et puis, je pense aussi, on parlait tout à l'heure de différence entre la France et l'international. Bon, pour avoir travaillé dans le pétrole et le gaz assez longtemps, et notamment j'ai couvert l'Afrique assez longtemps, il était plus facile de faire de la RSE en Afrique parce que les gens attendaient moins de notre action qu'en France, par exemple. On travaille beaucoup là en région parisienne. Quand on soutient une association, ils attendent un certain soutien au niveau mécénat de compétences, etc. En Afrique, tout ce qu'on a pu faire, par exemple, on a mis en place des gros programmes de lutte contre le paludisme et qui ont très bien fonctionné avec la société dans laquelle j'étais, qui sont aujourd'hui des démarches reprises par l'OMS. Mais finalement, c'était relativement simple à mettre en place, à implémenter, puisqu'on avait acheté puis installé pas mal de moustiquaires, on avait fait des communications de sensibilisation dans des villages. Bon, en France, la démarche RSE en région parisienne, par exemple, là où on travaille actuellement, elle est beaucoup plus compliquée. Donc, c'est vrai qu'il y a cette différence entre l'international, je ne parle pas des pays comme les États-Unis, mais il y a des pays effectivement en voie de développement où les actions RSE sont moins difficiles à mener, où les attentes sont forcément moindres qu'en région parisienne, par exemple. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, en tout cas. Si, tout à fait. Moi, ça passe vraiment par l'application des collaborateurs et on les embarque vraiment, on les fait témoigner et on fait témoigner les associations que l'on soutient pour montrer ce que l'on apporte. Oui, je peux. Alors, du côté du groupe Crédit Agricole, ce que je pourrais dire sur des bonnes pratiques à mettre en place, et en tout cas ce qui marche et sur lesquels on a plutôt effectivement de bons retours. Alors, ça peut être des retours soit effectivement de l'entreprise, soit des salariés, des choses assez différentes. On met en place des groupes parties prenantes plutôt internes. Donc, les parties prenantes externes, on a un petit peu plus de mal à leur laisser de la place, mais en tous les cas, groupe de parties prenantes internes sur des thématiques. Donc, on en a fait par exemple sur ce que j'évoquais, le numérique responsable. On en a fait sur les événements responsables. On en a fait sur les déchets. On en a fait un sur les produits, c'est-à-dire que les gens de marketing soient en capacité de créer des produits qui répondent à des besoins clients, besoins réseau, mais qui répondent à un référentiel RSE.
On a fait des groupes de projets sur les normes ISO, comment on respecte des normes autour de l'éthique, autour de la transparence, autour des bâtiments, enfin de l'isolation des bâtiments, etc. Donc ça, c'est pour moi une des pratiques qui est groupe de parties prenantes sur thématique. On utilise le deuxième exemple de bonne pratique, ou en tout cas qui nous semble pertinent, c'est qu'on s'appuie de manière assez systématique sur des journées nationales. La journée nationale sur des aidants, la journée nationale clean-up, la journée nationale solidarité. Ça, on se dit que nos salariés, eh bien, ils en entendent parler et que c'est le moment de travailler avec eux et de leur montrer un certain nombre d'actions. Ce n'est pas obligatoirement les actions les plus profondes de l'entreprise, mais en tous les cas, c'est celles qui pour eux sont accessibles. La semaine du développement durable, la semaine des déchets. Enfin, donc ça, c'est un deuxième sujet. On a de troisièmes bonnes pratiques qui reviennent aussi un petit peu à ce qui a été énoncé au niveau de Vinci, qui est effectivement tout un dispositif concernant les salariés sur les mécénats et bénévolats de compétences pour aider des associations dont on est relativement proche. Et je dirais la quatrième chose qui me vient effectivement à l'esprit, c'est que je pense que pour éviter cet aspect de dispersion, parce que c'est parfois un peu ça la RSE, j'entendais voilà, peut-être 650 actions et tout, c'est vrai que quand on regarde la RSE, on en fait énormément. Mais il est important de pouvoir s'inscrire dans la durée. Donc quand on travaille avec une association, quand on travaille sur un sujet donné, eh bien, il faut tirer la pelote, me semble-t-il, pendant un temps assez important pour que, pardonnez-moi, l'expression est un peu trivial, mais que la mayonnaise prenne et que les gens se disent bah non, on ne fait pas ça, on ne fait pas simplement une collecte des piles ou des machins pendant une fois, puis après on n'entend plus parler. Non, ça nécessite d'être opportuniste par rapport à un certain nombre d'opérations qu'on lance, mais ça, c'est aussi une des complexités de la RSE, c'est non seulement il y a les travaux de fond sur la transformation des métiers, non seulement il y a la réponse à toutes les exigences réglementaires, reporting, notation, etc., mais les salariés qui sont assez séduits par des actions un petit peu coup de poing, en fait, ils nous demandent d'être dans une continuité. Or, les équipes RSE dans beaucoup d'entreprises ne sont pas tout à fait pléthoriques et la contribution des salariés au sein de ces actions-là, me semble-t-il, n'est pas suffisamment valorisée. Donc, ce sont des gens qui font ça en plus d'eux et ça fait rarement partie d'une fiche de fonction et c'est rarement reconnu comme étant un projet porteur dans l'entreprise, etc. Donc, ça, c'est peut-être un frein. Mais voilà, sur les bonnes pratiques, un petit peu les axes que je peux partager avec vous. Merci Sylvie. Est-ce que ça appelle des rebonds, ce témoignage que Stéphane et Sylvie nous ont livré sur vos propres expériences? Et qu'est-ce que vous attendez de Comment pour vous? En quoi Comment peut contribuer à aider cet enjeu majeur? Stéphane. Oui, je vais prendre la parole très brièvement, mais moi je pense que ce qui est important, c'est l'échange justement, ce qu'on est en train de faire ce soir. Glaner de bonnes idées à droite à gauche, parce qu'il faut quand même en RSE se renouveler assez souvent. Il faut effectivement inscrire tout ça dans une démarche de moyen ou long terme, hein, même si possible. Mais il faut aussi se renouveler et prouver ce que l'on fait, montrer que la RSE a du sens pour l'entreprise et pour les collaborateurs. Donc, je pense qu'échanger et glaner des idées, c'est primordial. On est très souvent un peu seul dans notre coin à essayer de savoir ce qu'on peut faire pour motiver les collaborateurs à s'engager, à engager l'entreprise dans d'autres voies. Et il se fait énormément de choses dans d'autres entreprises. Donc moi, ce que j'attends de Comment, justement, c'est de pouvoir échanger sur toutes ces bonnes pratiques et également sur les échecs, hein, parce que c'est toujours intéressant de savoir quels sont les écueils que les uns et les autres ont pu rencontrer. Okay. Merci Stéphane. Je crois que Charlotte, vous vouliez prendre la parole. Oui, alors pour compléter ce qu'a dit Stéphane, en fait, moi je pense que Comment, au-delà de partager les bonnes pratiques, en effet, c'est de partager les différents niveaux de maturité dans les entreprises, parce qu'on l'a entendu là,
On voit, par exemple, Sylvie a très bien témoigné sur tout ce qu'elle pouvait faire et en même temps, alors qu'elle est dédiée à ce sujet, elle nous a expliqué combien on était en retard et il y avait encore tellement de choses à faire. Donc, je pense que chaque entreprise a des niveaux de maturité très différents sur la RSE, sur le côté environnemental, certains plus sur le côté sociétal. Donc, partager aussi les stratégies d'entreprise sur ces sujets-là, je pense que ça peut être voilà, une manière pour nous tous communicants de mieux comprendre les difficultés et peut-être aussi j'ai envie de dire, de se satisfaire des petits pas qui sont déjà mis en place dans notre propre entreprise. Voilà, donc les best practices, comme a dit Stéphane, c'est extrêmement important. Et puis surtout comprendre ce niveau de maturité. Merci Charlotte. Oui, j'ai relevé la main juste pour apporter juste une petite idée qui pourrait très bien être mise en œuvre, par exemple, par Comment. Moi, je mets en œuvre ici sur d'autres sujets et que je mettrai aussi en œuvre prochainement sur la RSE, mais organiser une Learning Expedition typiquement sur ce sujet et aller voir ce qui se fait dans d'autres industries ou même sur d'autres thématiques proches de la RSE, ça peut être très intéressant. Et le faire via Comment pour comme ça confronter nos différents points de vue. Ok. Sylvie, alors évidemment, je suis pas quelqu'un de communication, donc peut-être que ce que je dis est complètement, voilà, vous apporte pas obligatoirement beaucoup de choses. Deux, trois petites choses en plus, bien sûr, de ce qui s'est dit sur les partages de bonnes pratiques, le partage des stratégies RSE. C'est possible, j'aimerais bien que ça permette effectivement ça, mais la stratégie, à partir du moment où en plus on imagine que la RSE soit au cœur de la stratégie d'une entreprise, les entreprises au jour d'aujourd'hui ont quand même une vision assez concurrentielle les unes des autres. Et la RSE, je ne veux pas dire que c'est à l'opposé de ça, mais en fait, on est plus dans une complémentarité, dans un partage, dans le faire ensemble. Parfois, les entreprises sont un petit peu plus sur leur précaré. Donc, je ne suis pas certaine que les stratégies RSE soient complètement partagées. Ah, Sylvie, je crois qu'on vous a perdu. Non? Est-ce que vous entendez encore Sylvie ou il n'y a que moi qui ne l'entends plus? On l'entend plus. Non, on l'entend plus. On l'entend plus. Et c'est intéressant ce que Sylvie partageait comme capacité à être le lien inter-entreprise. Comment est une association d'interprofession. Et donc, je me dis qu'il y a peut-être des choses sur lesquelles vous avez envie de réagir ou voilà, des idées qui peuvent émerger de ça. Entre la Learning Expedition dont tout à l'heure Stéphane parlait. Donc, ça met bien en valeur notre feuille de route de Comment, la volonté d'être utile à tous. Et ça, je crois que c'est intéressant ces échanges parce que ça conforte ce qu'on pensait, mais donc ça nous encourage à continuer dans cette voie. Alors François, justement, ce que je vous propose, puisque j'ai l'impression que le sujet a été vraiment mal axé et exploré, si quelqu'un a envie encore de rajouter des choses pendant que là on est en train tranquillement de se diriger vers la conclusion, surtout n'hésitez pas, on n'est pas à 5 minutes près et c'est pas encore complet, notre échange n'est pas fini. Mais je vois une petite main, Léa. À vous. Bonsoir à tous, je m'appelle Léa et je suis la seule étudiante, je pense, en communication. La RSE est un sujet qui me passionne et je suis actuellement en train de travailler dessus. Alors, vos commentaires m'aident énormément. J'ai simplement quelques petites questions. En lisant des articles sur stratégie, CB News, j'entends beaucoup parler de la RSE en ce moment. Et pourquoi on en parle simplement maintenant? Enfin, j'ai l'impression que c'est un sujet donc, qui est d'actualité. C'est le sujet de demain, mais pourquoi simplement maintenant? Est-ce que c'est à cause du coronavirus, avec l'introspection des entreprises? Enfin, comment vous l'expliqueriez que ce soit maintenant qu'on en parle vraiment et
et qu'on se dise bah, on est en retard sur ce sujet-là. Voilà, c'est ma petite question. Peut-être juste pour répondre dans un premier temps à Laura, puis après je vois Laurence qui veut réagir. On en parle chez Comen depuis très longtemps, hein, bien évidemment. Je pense que Laurence va réagir, qui est la déléguée générale de l'association. On en parle depuis très longtemps. Là, aujourd'hui, on en reparle à nouveau parce qu'on est en train d'organiser les choses aussi dans l'association. Et donc, on est en train de définir un certain nombre de sujets sur lesquels on attend les retours de nos adhérents sur où on en est justement des différents sujets, dont les RSE. En effet, comme vous le dites, la question de la RSE est peut-être encore plus importante aujourd'hui. Moi, j'aime bien, pour paraphraser un poète français célèbre, dire la RSE n'existe pas, il n'existe que des preuves de RSE. Et le contexte actuel sera intéressant aussi pour ça, pour voir ce qui se passe réellement dans le suivi des stratégies RSE de nos organisations. Laurence, pardon, j'ai parlé longtemps. Ah non, je t'en prie, Fabrice. En fait, je voulais vous confirmer effectivement qu'on a déjà creusé ce sujet. Je crois qu'on avait même monté un site en 2008 qui s'appelait, alors c'était le DD dans la com, enfin on avait fait un petit jeu de mots assez sympathique pour définir ce qu'était le développement durable, ce qu'était la RSE, les 3 leviers effectivement pour les entreprises, les trois leviers d'agissement en fait pour les entreprises. On a produit des études et puis on était arrivé à une forme de maturité sur nos questionnements. Le sujet avait été beaucoup exploré dans les entreprises et notamment par les communicants. Donc, il y a eu quelques années où ça a été un peu mis en latence, mais on est revenu régulièrement dessus par des articles ou des interviews. Et en fait, depuis l'élection de Séverine Lecomte, notre présidente actuelle, qui était à l'origine d'un des premiers comités développement durable RSE, effectivement, le sujet est revenu en force, puisque c'est un de ces sujets de bataille depuis toujours. Et puis, on voit aujourd'hui effectivement un nouvel engouement sur ce sujet parce que les communicants y sont impliqués de plus en plus et on a également dans nos adhérents de plus en plus de DIRCOM qui ont cette double fonction, directeur ou directrice de la communication et responsable de la RSE ou du développement durable, enfin plutôt de la RSE en général. Je dirais pour compléter ce que vous dites, c'est qu'on sent aussi une poussée de la part des salariés et des citoyens. On le voit quand on a fait les jurys des jeunes espoirs à Comment, on voit que les jeunes recherchent aussi des sociétés qui ont du sens et des valeurs, et ça, c'est finalement assez récent. Donc, ça pousse aussi le sujet RSE, développement durable, écologie, et ça pousse les entreprises à donner des explications. Voilà, je pense que c'est une des raisons aussi. Je crois qu'on est tous acteurs, citoyens et acteurs de cette société. Ouais, et d'ailleurs, Léa, si vous cherchez des informations, vous pouvez aussi creuser, alors de retrouver ces infos chez Comment, si vous ne les trouvez pas, on pourra vous y aider. Mais l'Union des annonceurs, qui maintenant s'appelle l'Union des marques, avait aussi créé un pôle sur ces sujets avec des études menées, alors je ne sais plus quel était l'organisme qui menait des études pour eux, avec un observatoire du développement durable et de la RSE. Et on avait mené ensemble avec eux des études. Donc, vraiment, il y a de la matière. Si vous voulez remonter un peu dans le temps et trouver un peu comment on a défini dès le début cette notion, c'est très intéressant. Je vous remercie énormément. Merci. Je vous en prie. Bonsoir. Bonsoir, Florence. C'est Florence Cavassa. Alors, en revanche, on ne vous entend pas, Florence. Votre micro est allumé. Voilà, là, ça va. Je pense que vous étiez peut-être un peu loin. Un peu loin, pardon. Alors, oui, donc je voulais avoir votre avis sur les entreprises qui ont choisi d'avoir une seule direction de la communication et de la RSE. Au CNES, il se trouve ça vient de sortir, on va avoir une direction de la RSE qui au 1er janvier. Donc là, on a eu tout un projet qui a été mis en place pour définir notre politique RSE, donc avec une personne qui a été recrutée, qui était jusqu'à présent, on appelle ça responsable auprès du président, on va dire, et qui va prendre la direction de la nouvelle direction, et c'est une direction uniquement politique RSE, développement durable. Et on n'a pas fait le choix donc, de fusionner avec la direction de la communication dont je fais partie.
je pense que c'est mieux personnellement parce que je trouve que c'est un peu brouiller les messages et de faire une seule et même direction. Parce qu'on a l'impression finalement, en résumant, que la RSE, c'est que de la com. Quand on voit, quand ça fusionne. Voilà. Donc, je voulais un peu avoir votre avis par rapport à ça. Merci Florence. Qui a envie de réagir pour Oui, c'est Sylvie. Juste, alors, voilà, c'est une réaction. Je fais partie de la RSE qui est au sein de la communication. Pour moi, je pense que c'est très lié au degré de maturité de l'entreprise. Et dans mes études assez récentes sur la question du développement durable, je me souviens très bien d'une matrice de maturité des entreprises. Et il était dit, je ne sais plus qui avait fait cette matrice, mais bon, je peux rechercher. Le degré de maturité serait le suivant. Le premier degré de maturité, c'est la RSE avec la RH. Le deuxième degré de maturité, c'est la RSE avec la communication. Le troisième degré de maturité, c'est la RSE avec le secrétariat général. Et le quatrième degré de maturité, c'est la RSE en direction unique. Alors, pour ma part, je trouve que la place de la RSE à la communication dans l'entreprise dans laquelle je suis, et parce que nous avons une directrice de la communication qui est très engagée et donc qui est capable de porter ce message-là, elle est vigilante à faire en sorte que ça ne soit pas que de la communication, mais dans une direction de la communication, on fait de la communication et donc il y a quand même un petit peu quelque chose qui témoigne, non pas de la part de notre directrice, mais de la part d'une direction générale, de la capacité à entendre les transformations qui devraient intervenir. Voilà, c'est juste une réaction personnelle peut-être. Moi, je voulais juste réagir aussi à ce que disait Florence. J'ai envie de dire, et si la communication, c'était pas que de la communication? La question que vous posez, elle est vraiment importante, et c'est la question qu'on se pose aussi chez Comment. C'est quoi le rôle d'un communicant? C'est quoi le rôle d'une direction de la communication dans une organisation? Est-ce qu'elle est dans cette vision traditionnelle que les gens extérieurs à nos métiers peuvent avoir, un rôle de désinformation, de manipulation, de transformation, d'amélioration? Ou est-ce que c'est autre chose? Et c'est aussi la question qu'on posait au début de cet échange, c'est quelle est l'implication aujourd'hui et demain et l'engagement des communicants sur ces enjeux de RSE, et quel est notre rôle par rapport à l'RSE? Est-ce que c'est un rôle en effet de faire connaître, de faire savoir en interne, en externe, ou alors, et on a entendu des choses aujourd'hui intéressantes sur le rôle des communicants en communication interne avec les collaborateurs ou vis-à-vis des parties prenantes, est-ce que c'est au contraire pas plutôt un rôle absolument majeur et stratégique dans une organisation pour porter ces sujets et les transformer? Donc votre question elle est absolument essentielle, pas sur la partie évidemment d'organisation, parce qu'après ça dépend de la maturité en effet et de l'organisation de sa structure, mais de ce que ça dit en effet et quels sont nos métiers aujourd'hui, quel est notre rôle aujourd'hui dans l'organisation et notamment par rapport à la RSE. Je laisse tout le monde réagir bien évidemment. Sylvie voudrait réagir également, peut-être Florence en complément de ce que dit Fabrice. Oui, bah, j'allais dire exactement la même chose. Pour moi, c'est aussi la question se pose pour la communication. Et quand j'entends dire que la communication, c'est que de la que de la com, ça me hérisse toujours un petit peu. On se bat beaucoup, je me bats beaucoup en tout cas, sur ce sujet. Je crois que Comment aussi, le premier pas qu'on peut faire aussi, c'est dans le même sens, c'est la com doit être considérée comme elle l'est un tout petit peu plus dans les pays anglo-saxons, comme partie prenante de la stratégie et comme s'appuyant sur des preuves et pas du tout en maquillage ou en effet d'annonce. Et je pense que c'est un combat fort à mener pour valoriser notre métier, c'est qu'on éduque les gens à ne plus penser que la com, c'est que de la com, quoi. Alors, pour moi, peut-être que ça dépend des entreprises en fait. Si je prends le cas du CNES, la RSE s'appuie sur des initiatives très concrètes, techniques, au niveau des bâtiments, au niveau de l'empreinte carbone, rénovation des bâtiments. On pense dans le centre guyanais, dans les lanceurs, où là il y a des gros enjeux par rapport à ça, avec des modifications des travaux au niveau des infrastructures.
Donc ça ne relève pas de la com. Voilà, c'est une évolution de l'entreprise au niveau développement durable, au niveau énergétique, qui se base sur des mises en œuvre techniques. Mais en même temps, comment dire, par rapport à la communication, j'ai du mal à voir comment une politique RSE ne peut être portée que par la direction de la communication, et parce que, comment dire, pourquoi pas d'autres domaines alors dans ce cas pour être portés par la direction de la communication? Pourquoi la politique RSE et pas d'autres alors voilà, c'est peut-être un peu délicat parce que moi je suis dans une entreprise où il y a de l'ingénierie, alors peut-être que c'est différent pour tout ce qui est banque, je ne sais pas, j'ai du mal à saisir exactement ce que vous voulez dire dans le rôle de la direction de la communication. Ce qui est sûr, c'est que le sujet de la communication interne est un vrai sujet. Et là, je pense que pour moi, il y a une grosse partie RH. Au CNES, on a choisi depuis peu de mettre la communication interne à la direction de la communication, alors qu'avant, c'était au RH. Et c'est vrai que pour moi, il y a toute la partie communication managériale et communication auprès des salariés relève beaucoup des RH. Après, à un moment, il faut faire des choix. Au CNES, on a choisi de le mettre à la direction de la communication parce qu'on communique aussi sur nos projets de satellite, de munitions spatiales. Et donc, parfois, on avait l'impression que c'était un peu redondant. On répétait la même chose en interne et à l'externe. Donc, ce n'était pas très efficace. Mais la question reste entière et je pense qu'il n'y a pas de solution parfaite au niveau de la com interne, au RH ou à la direction de la communication. Pour la RSE, j'ai du mal à me dire pourquoi ça fait partie de la direction de la communication, puisque quand même c'est rattaché, la RSE, ce sont normalement des politiques très concrètes au sein de l'entreprise qui doivent être portées par des services, par des, je sais pas moi, réduction des déchets, il faut aux achats, si on parle des achats, faire une politique responsable au niveau des achats. Voilà, c'est pas. Ou alors, on décide que c'est à la direction de la communication et qu'après, qui s'appuie sur tout le transverse, peut-être. Mais je pense un peu comme la politique, la com interne, peut-être qu'il n'y a pas de. C'est pas facile de trancher, il n'y a pas de solution idéale. Voilà. Florence, on vous en parle, votre micro est très grésille énormément, donc c'est pas. Je suis désolée. Non, vous inquiétez pas, on vous a bien entendu. Je me permets d'intervenir parce qu'il est 19h et qu'il y a pas mal de personnes qui sont en train de nous quitter. Vous ouvrez des questions passionnantes en termes de débat et d'organisation. Là, il y a plusieurs personnes dans le chat qui ont aussi positionné des éléments de réponse sur le sens. Et donc, l'idée, là, c'est d'être dans l'inclusion et pas dans l'exclusion de à qui appartient la RSE, mais qui a un rôle de contributeurs forts. Donc, évidemment qu'il y a plein de possibilités d'organisation. Ce que je vous propose, je parle sous le contrôle de Fabrice et de Françoise, c'est peut-être de clôturer. Oui, bien sûr. Parce que Florence propose presque une ouverture vers une continuité de discussion. Et là, compte tenu de l'heure et de la dilapidation tranquille de tout le monde vers des soirées privées, j'ai peur qu'on ne s'en sorte pas sur le timing. Donc, j'aimerais bien qu'on pose les next steps. Qu'est-ce que Comment s'engage à faire de tout ça? Parce que c'est important d'avoir aussi la position de l'association. Donc, Françoise ou Fabrice, je vous laisse commenter et je reprendrai la main sur la conclusion. Dans un premier temps, on a un gros travail de débriefing de toutes ces informations et propositions. Et ensuite, on va aussi faire appel à des bonnes volontés pour travailler avec nous, pour continuer cette feuille de route et pouvoir la présenter mi-décembre et la faire valider.
Tout à fait. Non, non, mais je complète ce que dit Françoise. Enfin, en fait, ces éléments vont vraiment nous nourrir pour réfléchir et pour travailler sur cette feuille de route. Et bien évidemment, c'est le temps zéro du travail qui va être fait par l'association sur ces sujets de responsabilité sociale et environnementale. Donc, toutes les personnes, évidemment, qui souhaitent partager, participer avec nous à ces réflexions sont bien entendu les bienvenues. L'idée, c'est de construire et de continuer la réflexion ensemble et d'orienter la feuille de route de Comment et les actions que l'on va mettre en place au service des communicants dans ces directions que nous construirons. Donc, appel aussi aux bonnes volontés pour partager avec nous dans une atmosphère conviviale et sympathique des travaux qui vont être extrêmement intéressants et sérieux. Et pour le coup, Fabrice, n'hésitez pas à poster à l'adresse mail contribution au pluriel @com-1.fr vos désirs de contribution. C'est une adresse dédiée aux concertations qui sont en train de se mener. Moi, je voulais vous remercier au nom aussi, en tant qu'animatrice, mais au nom de l'équipe complète. Et Laurence, peut-être que tu souhaites conclure le petit mot de la fin, mais je voulais vous remercier de cet échange super riche. C'est la première, il y en a plusieurs. Checkez les thèmes parce que je pense qu'on est tous en mesure de pouvoir contribuer sur des thèmes qui sont plus ou moins proches de nos centres d'intérêt. Et c'est justement parce qu'on a des regards différents que c'est riche. Et je vois là la richesse et n'hésitez pas à transmettre également à vos réseaux, puisque c'est ouvert à tout le monde. Donc, Laurence, je te passe, si tu veux, la parole pour le petit mot de la fin. Oui, moi, je voulais juste vous remercier toutes et tous. Alors, merci Charlotte, parce que l'animation d'une concertation, c'est pas si simple. Et merci aussi à toute l'équipe Comment qui a beaucoup bossé en amont pour monter tout ce projet, que l'on doit notamment quand même à notre nouvelle présidente. Séverine est une femme qui écoute et qui concerte. Donc, c'est très intéressant. Merci évidemment à Fabrice et Françoise qui ont pris en main ce sujet au sein de Comment. Et puis à vous toutes et tous, adhérents et adhérentes, parce qu'en fait, toute cette énergie, toute cette réflexion, en fait, elle va être alimentée grâce à vous. Tout ça, ça va continuer évidemment à se construire avec vous toutes et tous. Donc, n'hésitez pas à vous manifester sur ce sujet si vous le souhaitez pour continuer les discussions et à constituer une feuille de route et puis après à nourrir les travaux. Mais aussi, comme on l'a dit là pendant toute la soirée, vous allez retrouver des sujets, dont un sur l'international, un sur la diversité, sur l'égalité, un sur l'accompagnement des plus jeunes, un sur l'emploi. Enfin, vous allez voir, il y a plein de sujets là qui font partie du nouveau projet de Comment sur lequel on souhaite également vous interroger et que Charlotte va continuer à animer dans cette grande concertation. Et puis, juste pour vous dire, en fait, à la fin de toutes les concertations, le conseil d'administration passera aussi à la moulinette de la concertation pour compléter et valider tout ce qu'on a vu ensemble. En tout cas, merci et bravo à toutes et tous pour cette belle soirée.